Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Laurent et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont l'intelligence artificielle a transformé le monde des échecs et sur ce que ça peut nous apprendre sur notre société aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à l'IA dans le domaine des échecs? Alors bonjour Clément, bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation. Alors effectivement, mon parcours, il est assez simple. J'ai été passionné, du jeu d'échecs depuis, mon plus jeune âge. J'ai été 2 fois vice-champion du monde chez les jeunes, moins de 14 ans et moins de 18 ans. Et c'était assez évident pour moi, assez rapidement, que j'allais devenir joueur pro. C'est ce qui s'est produit, bien quand je suis devenu grand maître. Donc grand maître, c'est le plus grand, c'est le plus haut titre que l'on peut atteindre, aux échecs. Évidemment, il y a champion du monde au-dessous, mais même le champion du monde est grand maître. Et donc à 18 ans, j'étais grand maître, j'ai intégré l'équipe de France et je suis devenu, joueur professionnel. Voilà, ensuite, j'ai été, je vais la faire courte, hein, j'ai été, 2 fois champion de France. Je suis recordman des sélections équipe de France et surtout, je suis surtout connu ces dernières années pour avoir été, pour avoir fait partie de l'équipe, du champion du monde, plus actuel, mais, du meilleur joueur du monde actuel et de l'ancien champion du monde Magnus Carlsen, donc de 2013 à 2022, donc 10 ans, en participant à tous ces matchs, de championnat du monde. Donc il en a joué 5 et gagné les 5. Après, il a arrêté pour différentes raisons. Voilà, il continue toujours à jouer, mais un peu moins. Il privilégie, notamment les cadences rapides, cadences blitz. On verra d'ailleurs, il y a aussi, l'intelligence artificielle, hein, et les ordinateurs qui sont un peu là-dedans, qui sont un peu une raison de tout ça parce qu'ils voulaient que en fait, on s'est aperçu que la technologie, évoluait, mais les règles, finalement, ou les règles des matchs de championnat du monde, par exemple, n'évoluaient pas. Donc ils ne trouvaient pas ça logique. Bon, on y reviendra certainement plus tard, mais voilà, c'est ça pour ma rapide présentation. J'ai aussi fait je fais encore maintenant des lives en direct, c'est-à-dire des commentaires de parties pour justement, essayer d'expliquer au plus grand nombre ce qui se passe dans la tête des joueurs. Et voilà, un peu d'entraînement. Je joue encore un petit peu. Bon, bref, je suis un peu à la croisée des chemins où un peu tout m'amuse et voilà. Merci Laurent. Heu, pour, heu, pour rentrer dans le vif du sujet, on a pas mal parlé du jeu d'échecs ces derniers temps. Il y a une série là sur Arte, Rematch, qui présente justement les matchs de Kasparov contre Deep Blue, donc qui était l'ordinateur, d'IBM. Dans, cette série, dans la scène d'intro, on voit, Kasparov qui fait une conférence et il présente le jeu d'échecs comme une guerre où l'objectif, c'est d'anéantir le mental de son adversaire. J'aimerais bien que tu puisses me dire ce que tu penses un peu de cette définition, puis ça permettra d'en dire un peu plus sur le jeu d'échecs. Alors il y a plusieurs, c'est comme dans tous les sports, hein, il y a plusieurs types de joueurs et donc Kasparov, c'est le compétiteur, hein. C'est vraiment c'est le compétiteur. Si on devait mettre une définition à côté du mot compétiteur, on pourrait mettre Garry Kasparov. Donc c'est vrai que lui, vraiment l'objectif, c'est avant le jeu en lui-même, il est intéressé par la victoire et la compétition. Donc effectivement, oui, il y a une part, il y a une part psychologique et évidemment que Kasparov mettait une pression, alors moi je trouve que dans la série, alors elle est super cette série, hein, mais sauf que je connais Kasparov, que j'ai travaillé, que j'étais à l'université Kasparov quand j'étais jeune, que j'ai travaillé un petit peu avec lui, notamment pour, Magnus Carlsen. Il était un peu, en rôle de conseiller, spécial dans les 2 premiers matchs. Donc ouais, je trouve que bon, il est pas bien joué. Voilà, mais après il est pas facile à jouer non plus. Il a quand même un caractère très particulier, il a une présence incroyable et donc effectivement, il en jouait beaucoup parce qu'il savait qu'il était craint et donc effectivement, il, heu, il, heu, il essayait d'anéantir, ouais, vraiment, son adversaire et donc à chaque victoire, ça prépare la victoire d'après aussi. C'est-à-dire qu'il essayait au hasard, il essayait de massacrer ses adversaires pour, effectivement, qu'il n'arrive plus à jouer, la fois d'après, qu'il soit un petit peu, entre guillemets, «traumatisé» et donc ça soit, très compliqué. Mais je crois que c'est un petit peu dans tous les sports où, alors moi j'adore le tennis et je trouve que ça ressemble vraiment parce que finalement, on peut avoir tous les entraîneurs du monde. Au final, on se retrouve quand même tout seul, sur le court au tennis ou, tout seul sur l'échiquier. C'est quand même un jeu où le mental, on voit bien que techniquement les joueurs
sont quand même assez proches, mais le mental joue, celui qui va avoir le plus la hargne dans le 5e set au tennis ou à la fin d'un tournoi aux échecs et aussi, et surtout, c'est-à-dire que, contrairement à des sports, collectifs qui ont d'autres charmes, on peut pas s'en prendre à ses coéquipiers ou penser que si machin m'avait fait la passe, eh bien, j'aurais pu marquer le but. Donc on peut toujours c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est je pense, psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile qu'un sport collectif parce que, finalement, les défaites, on les prend en pleine poire. C'est-à-dire qu'il y a pas de on peut pas s'inventer une histoire en se disant, «Bon finalement, si l'autre il avait arrêté le but, ça serait mieux passé». On en a parlé un tout petit peu, mais l'intelligence artificielle et enfin, l'intérêt, on va dire, de l'intelligence artificielle pour, les échecs, il est relativement ancien puisque quand on parle du match Deep Blue contre Kasparov, le premier c'était en 96. Selon toi, qu'est-ce qui explique cet intérêt d'une discipline qui est relativement récente, comme l'informatique et l'IA, plus récemment, pour un jeu qui date du 15e siècle? Je crois que c'est un bon moyen, c'est un bon coup de projecteur. Je pense que IBM, on le sent un petit peu, hein, là-dedans. Ils ont vu ça comme un énorme coup de projecteur. Je crois que d'ailleurs les actions IBM se sont envolées, après la victoire de, leur rematch justement où, Kasparov, perd. Donc c'est un formidable, terrain un outil, les échecs sont un formidable outil, je dirais, de laboratoire, pour que les ingénieurs s'essayent. On a vu Demis Hassabis qui a eu, le prix Nobel de physique, récemment, qui est le créateur justement, de l'intelligence artificielle. Je vais regarder, c'est la prédiction alors je vais regarder parce que, je l'ai pas de tête, mais en tout cas, c'est un chercheur britannique qui est, le fondateur de DeepMind, donc DeepMind qui a créé AlphaZero en 2017 et qui a eu, donc cette année, le prix Nobel de chimie, donc 2024, pour la prédiction de la structure des protéines, donc avec une sorte d'AlphaZero, voilà, qui arrive à prévoir ça. Donc je sais pas, je suis pas du tout, calé en chimie, hein, donc je sais pas ce que ça nous apporte dans le domaine de la chimie. Mais en tout cas, c'est un joueur d'échecs à la base et il a commencé par les échecs pour montrer aussi en fait, finalement, la complexité des échecs est telle, je crois qu'en battant les meilleurs joueurs du monde ou là, en battant AlphaZero, il a battu le champion du monde des ordinateurs, je crois qu'on obtient une certaine crédibilité aux yeux de tout le monde et c'est pas, son entreprise qu'il a créée, DeepMind, a été rachetée par Google. Alors a priori, Google, globalement, hein, vu ces dernières années, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font et donc ils rachètent pas n'importe quoi et ils investissent pas, n'importe comment donc voilà, je crois surtout que c'est un truc de crédibilité par rapport à un jeu éminemment complexe, et finalement, c'était aussi, l'intérêt, de faire Deep Blue IBM, battre l'intelligence humaine, un petit peu ce qui était, considéré à l'époque, en tout cas, heu, les échecs n'ont jamais été aussi populaires, en tout cas que dans l'Union soviétique et dans l'Union soviétique, c'était une sorte de soft power face aux Américains pour dire: «OK, on a quand même les joueurs d'échecs les plus intelligents, donc nous sommes les plus intelligents». Donc c'était avant tout, à cette époque-là en tout cas, c'était un symbole de l'intelligence, «suprême» entre guillemets, à tort ou à raison, plutôt à mon avis, à tort parce que c'est une partie d'intelligence certes, mais c'est une forme d'intelligence, voilà et donc voilà, c'était utilisé comme ça et donc je crois que dans l'imaginaire collectif en tout cas, le champion du monde d'échecs est une des personnes les plus intelligentes au monde. Tu parlais tout à l'heure de AlphaZero en 2017, on a Deep Blue en 96. Est-ce que tu pourrais retracer, un peu les grandes dates et les grandes évolutions de l'IA dans le domaine des échecs? On a parlé de Deep Blue, d'AlphaZero et avec notamment, avec AlphaZero, l'arrivée des réseaux de neurones en 2017 qui ont un petit peu, chamboulé la façon dont ces algorithmes fonctionnaient, jusqu'à présent. Ouais, tout à fait. Donc, Deep Blue, ce qu'il faut savoir, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la force brute de calcul, avec, des arbres, d'ouverture qui sont rentrés par des grands maîtres. On le voit dans la série, il y a des grands maîtres qui viennent aider. Voilà, donc ça, c'était vraiment de la force de calcul, brute. Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque où Kasparov perd, c'était pas encore très clair, que l'ordinateur soit plus fort parce que le match est quand même serré. Les années d'après, disons petit à petit, les ordinateurs ont continué à progresser et donc l'issue ne faisait pas de doute et à partir de 2005-2010, je dirais,
on a compris qu'il n'y avait plus aucun intérêt à faire des matchs entre hommes et machines. La machine était beaucoup plus forte. Et ce qui s'est passé en 2017, ce qui est absolument incroyable, c'est cette Alpha Zero où simplement là, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus aucune intervention humaine. C'est ça qu'il faut voir. C'est que la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent les règles du jeu d'échecs dans AlphaZero, donc auto-apprentissage, donc self-learning, pendant 4 heures. Donc après, sur des machines incroyables, hein, évidemment. Mais au bout des 4 heures, donc avec cet auto-apprentissage, il bat le champion du monde des ordinateurs, qui était déjà considéré comme invincible. Donc c'est là où ça devient proprement euh, incroyable. Il n'y a plus de programmeurs, il n'y a plus rien. Il y a juste les règles du jeu qui sont mises dans le phase 0 et il apprend tout seul. Ça, c'était un truc qui, pour moi, en tout cas, enfin, en tout cas, au début des années 2000 ou enfin, les années 90, même avec Deep Blue, en fait, c'était complètement inconcevable. Et ça, c'était, à mon avis, une révolution encore plus grande que Deep Blue, parce que Deep Blue, finalement, c'était vraiment de la force brute. On reviendra dessus là justement sur un peu ce match entre AlphaZero et Stockfish. Si on revient au jeu d'échecs, il y a des grands concepts à connaître, ou en tout cas qui existent et qui rentrent nécessairement dans la construction des algorithmes qu'on va utiliser. Je me suis un peu renseigné sur le jeu d'échecs, n'étant pas moi-même un grand joueur, mais la question de l'attribution de la valeur aux pièces, la question du contrôle du centre, la question de la sécurité du roi. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire un peu selon toi quels sont les 3-4 grands concepts clés à maîtriser et qu'on met dans les algorithmes? Et comment est-ce qu'on fait ça justement pour, passer des règles du jeu, des grands concepts et les transmettre à la machine? Ça, je ne sais pas exactement comment ils ont fait Deep Blue, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec AlphaZero, il n'y a rien qui a été mis. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que la machine a appris par elle-même en faisant des parties contre elle-même. C'est-à-dire, c'est ça qui et c'est comme ça qu'elle décidait des coups qu'elle allait jouer. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, pour donner un exemple très clair, je pense que tout le monde va comprendre. Elle réfléchit à son coup, donc elle joue des millions de parties contre elle-même et en fonction du nombre de parties qu'elle gagne avec ce coup-là, 52 par exemple, si elle gagne 52 des parties avec un coup et 51 des parties avec un autre coup, elle va choisir le coup à 52. Donc c'était, complètement une révolution. Mais là, les concepts que tu as donnés, effectivement, c'est très bon concept. Mais, l'intelligence artificielle, justement, a remis en cause un petit peu des nouveaux concepts, comme pousser les pions de l'aile, les pions devant la tour. Par exemple, la tour, on pensait qu'il fallait roquer assez rapidement, mais finalement, bon, roquer, c'est pas si mal parce qu'elle le fait quand même, mais AlphaZero le fait quand même. Mais aussi, il y avait d'autres variantes où, on poussait les pions de l'aile et on pouvait développer les tours, plutôt sur le côté et après revenir vers le centre. Donc il y a eu des petits changements, mais globalement, même si AlphaZero fait des choses incroyables, à 98 ça a pas remis en cause des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est les 2 parce que, finalement, ça a quand même rebattu les cartes, même au plus haut niveau. Voilà, ça influe forcément sur le style de jeu des joueurs, des meilleurs joueurs au monde. Et voilà, le contrôle du centre, effectivement, la sécurité du roi, évidemment, sont des critères, très importants. Mais ça, c'était intégré au moment de Deep Blue. C'est-à-dire que Deep Blue, c'était, notre ami programmeur, qu'on voit dans la série, qui intégrait tout ça avec des grands maîtres qui intégraient les coups. Mais là, c'est complètement terminé. C'est juste, c'est une révolution, complètement incroyable. Enfin, moi, je l'ai pas du tout vu venir ce truc-là. Et en parlant de révolution, donc tu disais que tu étais grand maître, donc il y a d'autres grands maîtres aux échecs. En me renseignant avant l'épisode, donc je lisais, le grand maître Nielsen qui parlait justement de la victoire d'AlphaZero en 2017, donc le programme de Google DeepMind, contre Stockfish, qui était le programme numéro 1 jusqu'à présent. Il disait que c'était comme si une espèce extraterrestre arrivait pour apprendre à jouer aux échecs. Et je me souviens il y a eu un film sur AlphaGo, où ils avaient entraîné un algorithme justement pour jouer au jeu de Go, qu'on considère comme encore plus compliqué que les échecs. Et c'était un peu la même réaction qu'avaient eu les commentateurs qui avaient assisté à la victoire, où ils disaient: «Mais c'est incroyable finalement, on comprend pas ce qui s'est passé, c'est quelque chose de différent qui se passe». Et t'en parlais un petit peu, comment l'arrivée de ces algorithmes qui qui jouent d'une façon qu'on comprend pas forcément, en tout cas que ça sort complètement du cadre de ce qu'on connaît,
comment est-ce que ça a transformé la façon d'apprendre le jeu d'échecs, de jouer, de s'entraîner? Et est-ce qu'on peut dire que la machine, elle permet, de découvrir de nouvelles choses, de gagner en créativité? Et là, je m'adresse, à toi notamment du fait que, enfin, tu disais que tu faisais partie de l'équipe qui entraînait Magnus Carlsen. Comment ça a changé la façon dont vous avez travaillé, dont vous êtes entraîné, dont Justement avec Peter, hein, Peter que je connais très bien, on a été collègues pendant, 10 ans. Donc, effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas, on sait pas en plus, on a fait une petite erreur sur ça. On a pris quelques mois de trop à s'adapter justement, à AlphaZero parce que AlphaZero, personne n'y a accès, hein. Personne n'a jamais eu accès. Si à la limite quelqu'un avait dû avoir accès, ça aurait été Magnus probablement. Mais il y a Lila qui a été fait et donc qui est un peu, qui est de l'intelligence artificielle aussi, mais qui est pas aussi forte, qu'AlphaZero, qui est à peu près du même niveau que Stockfish. D'ailleurs, il y a des matchs sur internet qui sont joués, qui sont parce que du coup Stockfish, ça a quand même ça a donné un coup de boost à Stockfish, hein, qui s'est remué et qui était un peu, assez compliqué, hein, effectivement. On fait un logiciel, qui a aucune concurrence pendant 10 ans. Bon, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à pas essayer de l'améliorer plus que ça, ce qui paraît, assez humain. Alors finalement, on n'a pas changé tellement nos méthodes de travail, mais juste, on a dû intégrer, voilà, cette intelligence artificielle dans nos préparations. Donc effectivement, ça nous a appris plein de choses. On a essayé de comprendre des choses, voilà, notamment ce dont je parlais là, les pions de l'aile, peut-être aussi, ça a renforcé, la sécurité du roi finalement par rapport au matériel. Mais c'est vraiment des choses alors, c'est des choses quand même assez infimes, hein, ça a pas tout changé non plus. Effectivement, c'était très impressionnant parce qu'on l'a pas vu venir et on s'attendait pas à un résultat pareil. Mais, effectivement, pour les joueurs de haut niveau, ça a changé des choses. Mais finalement, tout le monde s'est plus ou moins adapté et au final, bah, voilà, Magnus Carlsen est toujours le numéro 1 mondial, ça a pas non plus bouleversé toute la hiérarchie, voire pas du tout. Mais c'est vrai que ça a changé, quelque chose. Il faut tenir plus compte de celui-là. Donc pour nous, en fait, pour nous entraîneurs, c'est devenu encore plus intéressant. C'est une période, je me rappelle, 2017, c'était fin 2017, donc 2018-2019. C'était une période très, très intéressante parce qu'on ne savait pas exactement comment, chacun, ressentait cette chose, comment, chacun s'adaptait, des joueurs de haut niveau. Donc c'est un côté très excitant à savoir, je sais qu'il y a un des meilleurs joueurs du monde, il n'utilisait pas du tout l'intelligence artificielle et ça se voyait dans sa manière de se préparer ou de sa manière de jouer. Et ça lui a même valu probablement des mauvais résultats. Donc, voilà, donc toujours s'adapter. C'est comme moi j'ai connu en fait, hein, aussi l'époque où, il n'y avait pas d'ordinateur, tout simplement. Moi j'ai commencé à jouer aux échecs, c'était en 90. Donc il y a tout simplement, je n'avais pas accès à un ordinateur. J'ai eu mon premier ordinateur portable avec des bases de données pour me préparer contre mes adversaires en 96, ce qui est déjà assez tôt. Mais voilà, j'ai appris à travailler avec les livres et ce genre de choses. Donc, voilà, s'adapter, ça n'a jamais été un gros problème et effectivement, ça permet ça et ça a aussi permis, je trouve, il y a quand même un certain, heu, je dirais un certain boom mondial, hein, autour des échecs. Alors on peut dire que c'est grâce au Queen's Gambit, à la série Netflix. Le confinement a aussi un peu aidé parce que finalement les gens étaient chez eux puis, c'est quand même sympa, on peut jouer à n'importe quelle heure, et avec n'importe qui aux échecs, donc c'est quand même très adapté à internet et aussi cette intelligence artificielle permet maintenant chacun, joue sa partie et tout de suite, il y a une analyse immédiate de l'intelligence artificielle qui dit le nombre d'erreurs, où est-ce qu'on a fait une erreur, où est-ce qu'on aurait pu mieux jouer, où est-ce qu'on a bien joué. Voilà, qui permet, non seulement que ça soit, disons, une méthode d'apprentissage, mais bon, est-ce que les gens apprennent vraiment, finalement, peu importe, mais que ça soit plus ludique. Voilà, on a envie de savoir, pourquoi on a perdu parce qu'avant on jouait notre partie. On va jouer une partie le dimanche après-midi, si tu vas jouer une partie, le dimanche après-midi avec ton cousin, bon, il y en a un des 2 qui va gagner, mais même celui qui gagne, il aura une explication, mais ça sera probablement assez éloigné de la réalité. Voilà, ça sera pas tandis qu'avec cette intelligence artificielle qui donne les erreurs et les bons coups directement après la partie, eh bien, ça permet quand même au minimum, d'être non seulement, éducatif, mais aussi divertissant.
Tu disais en introduction que, enfin, de ce que j'ai compris, ça fait quand même quelques années que, les programmes informatiques, et les algorithmes d'intelligence artificielle sont bien meilleurs que, les champions du monde, humains. Comment ça se passe aujourd'hui, là, très concrètement? C'est-à-dire qu'il y a plus enfin, les championnats du monde, c'est que entre joueurs humains et les algorithmes, les IA, on les utilise pour s'entraîner, où on fait des matchs entre IA et il y a des entre guillemets «les humains» d'un côté et puis les algorithmes de l'autre. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, il y a, des championnats entre humains, des championnats entre ordinateurs, mais nous, effectivement, pour s'entraîner, pour se préparer, on utilise les algorithmes, donc voilà. Que ce soit Stockfish ou Lila, comme je disais, c'est les 2. Là, il y a plus trop de suspense. Il faut utiliser les 2 parce que finalement, Stockfish, c'est de la force brute, mais alors Lila a des idées intéressantes, mais parfois, Stockfish peut voir, des choses, Stockfish, disons, rate vraiment rien, alors qu'avec l'IA, parfois, ça rate encore des petites choses. Alors peut-être pas AlphaZero, mais effectivement, on n'a pas non plus la puissance d'AlphaZero à la maison. Donc ça, c'est évidemment avec Google derrière, c'est quand même compliqué de l'avoir et donc les processeurs qui vont avec AlphaZero. Donc on a l'IA, mais il faut quand même utiliser Stockfish. C'est ce que font, je pense, 99 des joueurs pros. Là, il y a plus trop de suspense. Il y avait une petite, comme d'habitude, dans les années 2010, il y avait une petite, Stockfish n'était pas vraiment le meilleur, c'était pas clair qui gagnait et donc chaque joueur pro avait un petit peu son logiciel mystère. On savait pas trop, ce qu'utilisaient les autres. Mais clairement, oui, ça c'est comme faire une course avec une Ferrari, voilà. Si on courait, on peut mettre Usain Bolt avec une Ferrari, bon, ben, voilà, ce serait pas très amusant et pourtant Usain Bolt court, relativement, bah, il court rapidement. Globalement. Donc voilà, on s'y fait, c'est pas c'était amusant de faire ça, pour Kasparov, je pense, de voir ça. Après est-ce qu'il a vraiment après c'était bien, c'était aussi, un cachet intéressant, je suppose. Donc hem, voilà, il a profité de ça, à ce moment-là. C'est Kasparov aussi, hein, fait assez précurseur là-dedans, hein. C'est le premier qui a eu des bases de données, qui a compris, l'importance d'utiliser des ordinateurs parce qu'avant, il faisait, moi, les préparations. J'ai travaillé avec Boris Spassky, qui était, qui est, bah, le protagoniste, qui est français maintenant, mais au début des années 2000, j'ai travaillé avec lui. Donc le protagoniste du match Spassky-Fischer qu'on a appelé le match du siècle en 1972 à Reykjavik. Ouais, j'ai eu la grande chance d'avoir quelques sessions d'entraînement avec lui. Bon, bah, c'était papier, stylo et puis, on notait tout sur un cahier et puis, fallait que les entraîneurs gardent les cahiers. Alors, après il y avait des pertes et tout ça. Tandis que bon, évidemment maintenant, Kasparov a très vite compris, au début des années 90, que ça lui donnait un avantage, conséquent sur ses adversaires de travailler avec l'ordinateur, notamment dans les débuts de partie et voilà, d'organiser son travail et de faire ça. Donc ça a été un précurseur dans ce sens-là. Donc il était quand même assez curieux, de la bête et donc je pense qu'il y avait aussi ça au-delà du retentissement de jouer à New York, contre IBM et ce qui est plutôt sympathique. Et la question que j'avais envie de te poser en plus de ça, c'est, enfin, tu as dit à un moment, sur les algorithmes, notamment là, les nouveaux, réseaux de neurones là qu'on a eu à partir de 2017 où tu disais: «Ils apprennent tout seuls avec les règles» et 98 globalement, c'est des choses qu'on connaît ou qu'on imaginait et il y avait 2 de choses ou qu'on n'avait pas vues. Heu et est-ce que, ça a vraiment une utilité de se dire: «Bah, je vais m'entraîner contre un algorithme de ce type-là», sachant que derrière, de toute façon, les maths que je vais faire, ça sera contre des humains? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un apport, un intérêt ou pas? Oui, parce que, il y a les jeunes joueurs et on voit, les jeunes joueurs, ils apprennent, sur internet avec, comme je le disais tout à l'heure, avec les erreurs, les coups qu'on aurait pu faire. Donc ils ont ça ils ont ça de branché toute la journée, ils ont ça à la maison toute la journée et un mimétisme incroyable, forcément, on apprend sans vraiment le comprendre. La plupart du temps, ils vont refaire la même chose plus ou moins et donc parce qu'ils se sont entraînés, ils ont vu les coups proposés par l'ordinateur toute la journée et donc au bout d'un moment, les générations de joueurs jouent le style finalement du joueur le plus fort. Alors à l'époque, le joueur le plus fort, c'était Kasparov. Avant, c'était Karpov. Avant, c'était Fischer. Donc tout le monde, s'imprégnait de leur partie parce qu'ils regardaient les parties. Maintenant, c'est l'ordinateur. Donc on a ça à la maison toute la journée et par exemple, il y a des jeunes joueurs qui travaillent, 10 à 12 heures par jour
et donc forcément, ils ont l'ordinateur branché toute la journée, donc forcément, il y a un mimétisme au bout d'un moment et donc on est obligé de le faire parce que, les autres joueurs jouent comme ça et jouent, d'ailleurs de mieux en mieux, hein, il y a pas d'une génération à l'autre, de toute façon, c'est normal, hein, on a de plus en plus d'informations et donc on a de plus en plus d'informations et donc on fait des progrès par rapport à la génération précédente. C'est pour ça que ça serait injuste de comparer, Fischer et Kasparov parce qu'évidemment Kasparov était beaucoup plus fort intrinsèquement, Fischer avec Carlsen, mais c'est pareil, l'exemple que j'adore prendre au tennis, ça serait vraiment injuste de comparer Björn Borg avec sa raquette en bois face aux champions d'aujourd'hui qui durent jusqu'à 37-38 ans, qui ont compris aussi, l'évolution d'avoir un coach mental, le régime alimentaire, voilà, on progresse et c'est normal, je veux dire, même nos enfants, voilà, ils ont accès à plus de savoir, plus d'informations, donc ils sont globalement, ils connaissent plus de choses que nous et globalement, entre guillemets «plus intelligents», voilà. Ils ont, c'est pas les mêmes choses. Moi, je vois mes enfants, voilà, ils ont pas accès aux mêmes choses et donc c'est normal qu'ils finalement les discussions avec enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Les discussions avec un ado de maintenant, elles sont plus intéressantes qu'avec un ado d'il y a 20-30 ans parce que, bah, il a vu plus de choses tout simplement. L'expérience est beaucoup plus rapide. Ce qui va donner, et moi j'en suis sûr de ça, que, finalement le plafond de verre des joueurs va être beaucoup plus tôt pour les échecs. Parce on acquiert une expérience incroyable. Moi, pour jouer aux échecs, c'est complexe, hein. Je ne pouvais pas jouer sur internet. Je devais aller au club, attendre que le club ouvre. C'était ouvert le mercredi et le samedi. Bon, ben, voilà. Là, ils peuvent jouer toute la journée s'ils veulent pendant 10 heures. Donc ils acquièrent une expérience qui est, beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai eu mon pic à une trentaine d'années. Voilà, maintenant, c'est, 18-19 ans. Je pense que les joueurs sont arrivés déjà à rencontrent leur plafond de verre et c'est dur de faire des progrès. Et c'était un peu la dernière question que je voulais te poser par rapport à ça, sur l'utilisation dans l'apprentissage. C'est qu'en eff moi, dans mon imaginaire, l'apprentissage des échecs, en effet, ça se fait dans un club où tu vas, tu t'entraînes avec des gens, pour de vrai. Là, ce que tu décris, enfin, c'est pas que propre aux échecs, c'est grâce au numérique, grâce à internet, on a accès à de l'information, on peut apprendre tout seul, on peut s'entraîner tout seul. Là, on peut faire, autant de parties qu'on veut toute la journée. Comment ça change, un peu la façon dont s'organise, l'apprentissage, le monde des échecs? Et est-ce que toi, enfin, comment tu vois l'évolution du jeu d'échecs, des compétences de chacun? Si tu dis, bah, toi, ton pic de compétences, connaissances, il était à 30 ans et aujourd'hui et demain, il est, 10-15 ans plus tôt, nécessairement, ça va faire, évoluer les choses, j'imagine? Oui, alors ça, on parle du haut niveau là. Hem, Dans la compétition en elle-même, je crois pas que ça changera. Je crois que les carrières seront peut-être un peu plus courtes, voilà, parce qu'on sera, beaucoup plus vite, remplacés, par de jeunes joueurs qui arrivent. Là, ça y est, on bat tous les records à chaque fois là, hein. C'est incroyable, là, le plus jeune grand maître au monde. Avant, ça se battait le record se battait tous les 10 ans. Maintenant, il se bat tous les 2 ans. Voilà, on a des grands maîtres à 12 ans, des grands maîtres indiens. En plus, c'est particulier parce que, maintenant, l'Inde est quand même un il y a quelque chose qui se passe vraiment où il y a tous les meilleurs joueurs qui viennent de là. Heu, c'est compliqué pour nous de rivaliser, avec l'Inde, tout simplement, parce qu'ils ont une société, très différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils repèrent les jeunes talents et puis, à 11-12 ans, le gamin, il laisse tout tomber, l'école y compris, et il va parcourir, les tournois du monde entier, pour essayer de devenir, champion du monde. Parce qu'on n'a pas du tout le même système, éducatif, en Europe ou en France, voilà, où les enfants doivent suivre une scolarité. C'est pas du tout la même mentalité. Donc ça sera compliqué, de rivaliser à mon avis, en termes de nombre aussi, hein, avec par exemple, les Indiens. Moi, ce que je pense que, là où les échecs sont très utiles et j'en suis absolument, convaincu, c'est pour l'éducation, des enfants. Mais, l'éducation des enfants je pense que c'est un support pédagogique, très intéressant et sans vouloir évidemment, je suis pas du tout, alors, ça peut, paraître bizarre, je vais dire quelque chose de très bizarre, je suis pas du tout élitiste, je veux pas du tout en faire des champions. Je pense que c'est très bien un apprentissage à l'école parce que ça permet de se concentrer un petit peu, on le sait justement, au moment du numérique, c'est quand même pas mal de pouvoir se concentrer.
de pouvoir faire un jeu où on va communiquer nécessairement, si vous avez joué une partie d'échecs dans votre vie, vous savez que la première chose à la fin de la partie, vous avez envie de savoir ce que l'autre a pensé de ce coup et de qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a pas vu et finalement d'échanger. Ça crée les bases d'un échange avec, avec son camarade. C'est une prise de décision permanente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas repousser à demain, il faut quand même jouer un coup avant un autre. C'est aussi un moyen d'assumer derrière sa décision et d'assumer ses erreurs, ou ses bons coups. Ça fait travailler la mémoire. Donc je crois que vraiment c'est, un superbe et d'ailleurs c'est en train de se développer, hein, c'est quasiment dans alors moi je parle en tant que Parisien là, mais je sais qu'à Paris, c'est dans toutes les écoles, hein, c'est soit proposé en activité. Je sais que maintenant c'est même proposé, il y a un programme qui s'appelle Classe échec, c'est proposé, aux professeurs pour qu'ils puissent faire 1 heure d'échecs. Voilà, ils ont tout le matériel. Alors, vous voyez, ils peuvent faire 1 heure d'échecs aux enfants, s'ils le souhaitent, mais je crois vraiment que, c'est un très beau support pour éduquer. C'est un support éducatif, voilà, pour éduquer, nos enfants et aussi, repousser, un petit peu ce numérique et le fait que finalement, le temps qu'on passe, sur son téléphone eh bien, on le passe pas à discuter en direct avec les gens et donc là, ça crée un dialogue sans vraiment, le créer, mais ça crée les bases d'un dialogue et sans vraiment dire: «Écoute, toi, tu veux pas discuter avec, moi?» En fait, non, on fait une partie d'échecs, on le dialogue se crée et à la fin de la partie, il y aura très certainement un échange qui va se nouer. Donc je crois vraiment, hein, que ça peut apporter ça à la société, et d'ailleurs, j'avais même entendu quelque chose qui m'avait beaucoup amusé, que j'aime, en Corse où c'est très populaire les échecs, beaucoup de Corses parce que justement ça a été, c'est la seule académie où il y a vraiment 1 heure d'échecs. Il y a 1 heure d'échecs comme le dessin ou la musique. Pourquoi pas les échecs après tout? Hem, 1 heure d'échecs par, semaine à l'école primaire, pourquoi pas? Et donc où je voyais des éducateurs qui disaient: «Il y a de toute façon, il y a que les enfants qui devraient jouer aux échecs». Bah, je suis pas loin de penser ça. Mais j'aimerais bien revenir sur quelque chose que tu disais là, sur l'aspect, psychologique, parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué, dans la série, Rematch. Tu parlais de Kasparov, où il y avait cette volonté un peu d'écraser l'adversaire, où, dans la série, on voit, Kasparov qui cherche le contact humain, quand il joue contre Deep Blue et puis la personne qui pose, enfin qui joue les coups de Deep Blue. Et pareil dans le reportage là sur, Lee Sedol et AlphaGo, où on voit Lee Sedol qui cherche le contact humain. Et à travers ça, enfin, moi j'avais l'impression de toucher du doigt avoir cette, dimension, humaine des interactions, des non-dits, du côté émotionnel où j'imagine qu'on va chercher voir comment l'autre se sent, est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il est serein? Et avec une machine, il y a plus ça, parce que même s'il y a une personne qui joue, bah, elle ressent pas d'émotion particulière, elle fait que jouer les coups qu'on lui dit de jouer. Enfin, qu'est-ce que ça change en fait de jouer contre une machine, que ça soit à l'entraînement ou s'il y a eu des compétitions? Voilà, comment ça se passe quand il y a plus cette, interaction humaine qui fait partie, j'ai l'impression, du jeu d'échecs finalement? Bah, ça change tout, hein, clairement, c'est ça perd son charme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà, quand on est devant son ordinateur. Alors après, c'est pour travailler, pour s'entraîner, donc c'est différent, mais le jour de la compétition, effectivement, bon, il a cet être humain, mais qui bouge les pièces, donc qui comprend pas du tout ce qui se passe. Peut-être qu'il avait la fonction d'évaluation, effectivement, donc il comprenait plus ou moins ce qui se passait, mais bon, c'est pas du tout pareil que de jouer et de ressentir la tension des coups. Il a pas du tout à faire de choix, donc il a aucune, finalement, la tension n'est pas palpable. Donc c'est aussi, oui, bah, c'est l'intérêt des compétitions, entre êtres humains. C'est-à-dire que, oui, jouer contre une machine ou parler à une machine, bah, effectivement, ça perd son charme. En fait, c'est comme si, voilà, dans la vie de tous les jours, on était entouré que par des machines. Bon aussi, si je sais pas, si on mettait un robot à la maison, à la place de notre famille, bon, bah, effectivement, la vie serait quand même moins amusante parce qu'on a tous nos défauts, mais c'est quand même c'est quand même plus vivant comme ça, donc je crois, heureusement, c'est sain comme ça et c'est vrai que Kasparov, il a toujours eu ce combat, voilà, ce truc de compétition avec l'autre et donc effectivement, ça l'a peut-être perturbé d'ailleurs, dans le match. Moi, j'en sais rien, c'est possible, ça l'ait perturbé de ne pas avoir justement de chercher le regard. Ouais, effectivement, on est habitué à avoir une réaction, un petit peu guetter la réaction de l'autre, hein, quand on joue un coup et essayer de masquer au mieux, nos réactions si, par exemple, notre adversaire fait un coup qui nous a surpris, voilà.
C'est évident que la psychologie, comme je disais au début, je crois que vraiment le niveau technique au plus haut niveau, il est très proche et donc finalement, ça se joue au mental, à la psychologie et celui qui finalement, dans son entraînement de tous les jours ou le jour de la compétition, va le vouloir le plus. C'est très souvent comme ça que ça se fait la différence, je crois. On l'entend souvent, mais le sport de très haut niveau, c'est sur les détails que ça se joue et c'est vrai et donc voilà, ce petit plus au moment, au bon moment qui va arriver et je crois que c'est beaucoup, ça a beaucoup à voir avec la volonté et le mental. Et par rapport à ça, sur cette question du mental, comment vous entraînez? Comment, on prépare, un championnat du monde? Ou parce que enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une intensité, mentale, intellectuelle qui est quand même assez folle et pour une période de temps, qui peut être assez longue. Comment on se prépare à ça? Alors je crois que alors, moi j'ai jamais eu, hein, ça évidemment, le niveau le plus proche que j'étais top 20 mondial donc en fait, finalement, comment j'ai pu, découvrir le plus haut niveau? C'est grâce à Magnus. Il se trouve il se trouve qu'il y a des gens, comme, Nadal, qui arrivent à leur 1er grand chelem et beh, ils le gagnent. Voilà, il joue la première fois à Roland-Garros, il le gagne. Donc là, je crois, Magnus, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il il y a jamais eu de coach mental ou, quoi que ce soit dans ce sens. Je crois que on est assez, les gens d'échecs, en tout cas il y a 20 ans, étaient assez sceptiques, hein, par rapport à ça. C'était limite des charlatans, hein, les coachs mentaux. Tout a évolué. C'est pour ça que je dis que les anciennes générations, je me suis sûr qu'Asparov, il avait pas de coach mental non plus. C'est de plus en plus utilisé. Pour moi, malheureusement, c'est un peu tard. Ça vient un peu, je commence à ouvrir les yeux par rapport à ça, tardivement, mais c'est ce que je conseille à mes élèves, par exemple, de voir, des coachs mentaux qui n'ont rien à voir évidemment. Je veux pas qu'ils aient, la moindre, je préfère qu'ils sachent pas jouer du tout aux échecs, hein, ça c'est évident. Surtout qu'ils aient un regard complètement nouveau par rapport à ça. Un travail que moi je pourrais pas faire. Moi je fais le travail technique, évidemment, un soutien aussi pendant les tournois, mais c'est pas la même chose que quelqu'un avec qui on va pouvoir parler librement et voilà et de ces compétitions et qu'on sera pas amené, qui évolue pas dans le même univers au final et donc qu'on puisse lui expliquer ça. Donc effectivement, Magnus, il a jamais eu recours à ça, mais les matchs championnats du monde étaient très compliqués pour lui et tous les champions du monde avec qui j'ai parlé m'ont dit que c'était vraiment une expérience très particulière de jouer les premiers coups d'un match championnat du monde, ça avait rien à voir. On avait beau jouer les plus grands tournois, il y a aussi des sortes de grands chelems aux échecs, mais le championnat du monde a quand même quelque chose de magique. Il y en a eu très peu en en beaucoup d'années, là, Ding, c'est le 17e en 120 ans d'histoire, donc c'est quand même quelque chose de très, très c'est en moyenne un tous les 10 ans, voilà, donc c'est quand même on rentre dans un club, très sélect, vraiment, quelque chose, dont on marque l'histoire et donc c'est très particulier et effectivement, moi je crois beaucoup à l'apport de ça. Bon, ouais, Magnus, il est arrivé, il a toujours tout gagné, bon, beh s'il a envie de jouer au foot 2 heures, il a une préparation très spéciale. Il a envie de se sentir, moi j'ai compris finalement au bout d'un moment que, mon rôle principal, dans ces, stages d'entraînement, finalement, le côté technique, oui certes, mais c'était surtout qu'il passe un bon moment. Voilà, qu'on fasse un truc divertissant. S'il a envie d'aller jouer à un moment je passais pas plus de temps à organiser ses journées, mais presque autant de temps à organiser ses journées qu'à faire un travail technique de préparation. Voilà, le truc photo parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes par rapport aux médias et donc voilà, le truc photo à voilà, qu'il soit dérangé par rien, qu'il arrive au tournoi avec que des émotions, positives et finalement au fur et à mesure de ma collaboration avec lui, ce que je faisais pas du tout au départ, parce il y avait toujours son père ou voilà qui voyageait un peu moins avec nous, sur la fin et donc on était entre coachs vraiment, moi je prenais à cœur ce rôle de, un petit peu, organisateur du séjour, voilà, faire attention à ce qui va lui faire plaisir, où est-ce qu'on va aller dîner, s'il a envie de jouer au paddle, s'il a envie de jouer au foot, s'il a envie de jouer des parties d'entraînement à ce moment-là. Voilà, très très attentif à son bien-être et au fait qu'il se sente bien, juste avant la compétition et qu'il aille à cette compétition avec des émotions, positives. Donc je considérais que c'était vraiment très important. Si on revient maintenant sur, les algorithmes ou les moteurs, d'échecs, aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai compris, les meilleurs, moteurs, ils sont composés de 2 parties.
il y a un algorithme qui va faire rechercher des coups et proposer une sélection de bons coups et une fonction d'évaluation qui va choisir le coup à jouer. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ces 2 parties et comment ça fonctionne dans la vraie vie? Alors, comment ça fonctionne dans la vraie vie? Oui, donc il va sélectionner des coups, donc et en fonction de l'évaluation, il va mettre le coup numéro 1, le coup numéro 2, le coup numéro 3. Donc ça paraît très logique. Donc ce que fait Stockfish, c'est qu'il évalue en centipions. C'est-à-dire qu'1 point d'avance, en fait, c'est plus 1. Voilà, donc cela, il considère qu'on a un avantage équivalent à 1 pion d'avance. Pas forcément en l'ayant matériellement, ce pion d'avance, mais ça sera, l'évaluation qu'il donne. Et pion d'avance, on considère que c'est vraiment la limite de, gagnant sur un jeu parfaitement et nul sur un jeu parfaitement. Donc c'est ça. Donc il va plutôt mettre ce qu'il faut savoir pour comprendre ça, c'est que le jeu d'échecs est très équilibré au départ. C'est-à-dire que, AlphaZero qui joue contre AlphaZero, ça fait nul. Ça fait nul, tout le temps, en fait. Il y a même pas une victoire. Donc voilà, donc sur un jeu parfait, le jeu est quand même très équilibré au départ, comme on peut s'en douter en fait, hein, on voit le jeu d'échecs, bon, les blancs commandent certes, mais quand même, enfin, le jeu est très, très symétrique et très équilibré. Et donc, sans grosses erreurs de part et d'autre, et on peut imaginer que le résultat logique, ce sera le match nul. Donc voilà, à partir de là, donc c'est cette fonction d'évaluation, il va calculer voilà, de la force brute. Donc, il y a des profondeurs aussi en fonction du processeur qu'on utilise. Par exemple, profondeur 40, ça veut dire qu'il calcule 40 demi-coups à l'avant. 40 demi-coups, donc des demi-coups, c'est le coup blanc. Donc, coup blanc, coup noir, ça va faire 20 coups à l'avance. Il calcule un peu toutes les options. Voilà, donc il faut attendre évidemment au début quand on le lance. Alors, ça dépend du processeur qu'on a, mais il va calculer à 18 demi-coups. Voilà, si on le lance automatiquement, il va calculer à 18. Puis plus on attend, alors c'est là où l'entraîneur, le secondant, est utile. Parce qu'il y a des positions où on va sentir qu'il faut attendre, des positions où on va sentir qu'il ne faut pas attendre parce que ça nous paraît clair. Donc c'est là où on va guider un petit peu l'ordinateur en passant sur des choses qui nous paraissent évidentes par rapport à notre expérience. Donc l'intuition qui a été travaillée, donc c'est pas vraiment de l'intuition en fait, c'est des connaissances qu'on n'a pas l'impression d'avoir, mais qu'on a et voilà. Et donc c'est là où notre travail de secondant, il va être de prioriser voilà les choses à regarder. Donc Stockfish, voilà, c'est de la force brute, ça calcule et ça monte en profondeur au fur et à mesure qu'on le laisse et fur et à mesure et en fonction évidemment de la puissance de notre processeur. Alors, évidemment, maintenant il y a des clouds. On avait Microsoft, enfin on a Microsoft qui mettait à disposition pour les équipes de France, voilà leur cloud, Microsoft Azure qui est extrêmement performant d'ailleurs. Je suis un utilisateur très régulier, je sais pas si on fait, enfin, voilà, j'en parle parce que c'est vrai que ça sponsor la fédération, c'est plutôt bien ce qu'ils font. Et franchement, c'est du matériel assez incroyable pour les équipes de France. Honnêtement, c'est mieux que ce qu'on avait pendant nos matchs championnats du monde. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et voilà, donc il y a ces clouds, on a tout un tas de trucs. Et alors Lila, c'est complètement différent. Donc, alors Lila va jouer des parties contre elle-même sur l'intelligence artificielle et donner en pourcentage. Alors après, c'est un pourcentage qu'on peut mettre en termes d'évaluation. C'est-à-dire qu'en gros, 51%, ça va donner 0,1 centipion. Voilà, on est habitué à ça, mais on peut aussi le mettre en pourcentage. Et voilà, donc ce que je disais, des parties aléatoires jouées contre elles-mêmes avec chaque coup et le nombre de parties gagnées, le pourcentage de chances de victoire avec aussi, voilà, si on arrive à 60%, bah, c'est le numéro 1. Si on arrive à 53, c'est le numéro 2 et 51, donc d'un côté, Lila est beaucoup plus, créative, mais je dirais que Stockfish est quand même encore, très, on fera pas de grosses erreurs. C'est-à-dire qu'on peut rater des choses. Lila peut rater encore des grosses choses, voilà. Donc c'est important d'utiliser les 2. C'est ce que font à peu près, comme je disais, tous les meilleurs joueurs. Et pour continuer sur Stockfish, j'ai vu qu'il y avait eu des versions, enfin différentes versions, qu'aujourd'hui, Stockfish, enfin la dernière version de Stockfish était meilleure que les réseaux de neurones qui peuvent exister et que ça combinait à la fois, ce dont tu parlais, la force brute et aussi les réseaux de neurones et donc la combinaison de la force brute et des réseaux de neurones était plus efficace que les réseaux de neurones tout seuls, type AlphaZero. Je sais pas si c'est un truc, qui te parle? Ah oui, oui, il y a le Stockfish, oui, oui, ils ont sorti un nouveau Stockfish, c'est vrai, mais c'est d'ailleurs, c'était très bien qu'il y ait AlphaZero. C'est vrai que ça l'a
ça l'a complètement relancé un petit peu dans sa volonté de s'améliorer et effectivement, ouais, c'est une combinaison, c'est vrai que oui, j'ai oublié de préciser ça, assez récemment d'ailleurs. Peut-être il y a 2-3 ans, c'est vrai que alors, franchement, je suis pas un expert, alors est-ce que c'est meilleur que AlphaZero? J'en doute. Est-ce que ça s'est largement amélioré? Oui, je suppose que la personne qui fait, Stockfish, que je connaissais d'ailleurs, hein, enfin, que je connais, et oui, elle est très sérieuse, ça, il y a aucun souci, il y a assez peu de doutes là-dessus parce que quand même Stockfish gagne régulièrement le championnat du monde des ordinateurs, donc clairement, c'est pas dépassé. Mais il y a des gros matchs avec Lila, donc est-ce que c'est meilleur? Je sais pas. Et puis de toute façon, franchement, pour nous, c'est impossible de juger, quoi. C'est voilà, c'est des voitures qui vont à 450, c'est comme le train, voilà, est-ce que la LGV va plus vite que le TGV? Ben oui, parce qu'on nous le dit, ça va à 460 au lieu d'aller à 450, vitesse, maximale. Enfin, je sais pas, mais bon, à un moment, ça se joue tellement à peu et ça joue tellement à rien. C'est-à-dire que, voilà, l'approximation donc de l'ordre Elo, on va la donner. Voilà, pour les gens, il y a un classement Elo, donc c'est le classement des joueurs d'échecs. Magnus Carlsen a 2 800 et quelques, moi j'ai 2 600 et quelques, mais les ordinateurs sont évalués à 3 500 ou 3 600. Donc voilà, on se rend bien compte de voilà, joueur débutant, on commence avec 1000. Le bon joueur de club à 1 800. Moi j'ai 2 600, Magnus Carlsen a 2 800 et les ordinateurs ont 3 500 ou 3 600. Donc je crois qu'on se rend bien compte de la alors, franchement, de savoir si, la nouvelle version de Stockfish vaut 3 450 ou 3 500, en fait, je suis juste incapable d'en juger. Je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est un ordinateur. L'ancienne version, je perdrais 10-0 et la nouvelle version, je perdrais 10-0 quand même. Donc, j'ai aucune chance de savoir quoi, un ordinateur est meilleur que l'autre. On me dit que, en fait, la seule moyen de savoir, c'est qu'il faut qu'il fasse un match, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Si on revient, enfin, ouais, un peu plus sur l'impact, sociétal ou parce qu'aujourd'hui, notamment depuis, l'arrivée de l'IA générative, on parle beaucoup, beaucoup d'IA, même si, c'est présent dans nos sociétés depuis belle lurette. En parallèle de ça, le jeu d'échecs, bah, depuis les années 96, il est bouleversé par l'informatique, par les algorithmes, par l'IA. De ton point de vue, qu'est-ce que, ce qui s'est passé dans le monde des échecs et la façon dont, l'informatique et l'IA a bouleversé ou transformé en tout cas la façon de jouer aux échecs, de s'entraîner et d'être un joueur, ça peut nous apprendre des choses et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur plus globalement notre société? Effectivement, ça risque de nous faire gagner en productivité. Je sais que ça fait un peu peur, ça fait un peu peur à tout le monde parce que le comptable, le comptable de la boîte, doit être un peu inquiet, parce que tout va être, automatisé, ça va peut-être, à mon avis et ça sera peut-être pas plus mal, c'est que ça va quand même, dans notre société en tout cas, ça va, remettre le débat entre les métiers, soi-disant, intellectuels et métiers manuels peut-être un peu ça va recentrer un petit peu, le tout. Ce qui sera pas, plus mal parce que l'intelligence artificielle va pas faire cuire un steak. Ça, on en est à peu près, au je sais pas, enfin bon, elle va pas en tout cas, elle va pas tout faire non plus. Donc ça peut aussi, je dirais, recentrer un petit peu, l'importance de parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même voilà, un déclassement, social peut-être pour, certains, les agriculteurs notamment. Voilà, qui vont pas être, bon, il y aura un moment où on aura toujours besoin, et on aura certainement moins besoin d'autres métiers. Voilà, donc ça va, peut-être un petit peu tout, rebattre les cartes. On s'adaptera, hein. Les gens ne travaillaient pas avec l'ordinateur il y a 30 ans. Disons qu'ils faisaient pas, la comptabilité était faite à la main, les dossiers étaient faits à la main. Enfin voilà, va falloir s'adapter à la nouvelle donne. Moi, je trouve pas ça plus mal, honnêtement, parce que ça peut nous permettre aussi de faire d'autres choses. Voilà, on voit ChatGPT qui est quand même, qui est déjà dans nos vies, hein, voilà, hein, on dit de faire attention à l'école aux élèves, parce que c'est vrai que ça se voit. Voilà, donc c'est clair qu'il y aura des changements. Moi, je crois que ça va changer des choses. Les métiers vont évoluer. Mais finalement, les métiers ont déjà évolué par rapport à il y a 30 ans. Voilà, ça va réévoluer. Alors après, anticiper les réactions des gens par rapport à ça, il faut être totalement calé en intelligence artificielle, mais aussi en sociologie. Donc,
J'en sais rien. Franchement, est-ce qu'on va pas être, voilà, est-ce que c'est tellement aléatoire, c'est tellement aléatoire. Il y a eu la covid, on a été tous enfermés, il y a la guerre quand même qui est aux portes, qui est dans l'Europe, quoi. Donc, est-ce que ça va pas, s'étendre? Est-ce que Trump va être élu? Est-ce qu'il va pas faire une dinguerie? Enfin, voilà, on ne sait pas. Donc finalement, je crois pas trop aux prédictions où, dans 20 ans, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Mais je crois qu'il y a des métiers, ce dont on peut être sûr, il y a des métiers qui vont disparaître. Ça paraît évident, mais c'est pas très grave, je crois. Et j'ai une autre question par rapport à ça, parce que tu disais dans les jeux d'échecs, une fois qu'on s'est rendu compte que la machine globalement était largement plus forte que les humains et que ça avait plus d'intérêt de jouer contre la machine, on a, créé un championnat du monde de machines et puis il y a les humains qui jouent entre eux. Donc on a d'une certaine façon séparé l'homme et la machine. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être transposable dans la vraie vie ou en fait non, on peut pas faire comme aux échecs? Je crois pas, je vois pas en tout cas. Je vois pas comment on peut faire. Non, je vois pas. Je vois aussi des voitures là, ça commence, hein, les voitures là, les voitures qui conduisent plus ou moins, toutes seules, pas tout à fait toutes seules encore, mais si les Tesla, ça commence, mais voilà, ça va permettre aussi d'éviter. Non, c'est pas mal, hein. Moi, je vraiment le progrès, je crois qu'on doit pas avoir peur du progrès technologique, on doit juste s'adapter, en fait, comme on l'a fait aux échecs d'ailleurs. Pourquoi avoir peur? De toute façon, on peut avoir peur toute notre vie, on va pas pouvoir l'éviter. Merci beaucoup Laurent, on arrive à la fin de cet, entretien. Donc, merci de t'être prêté au jeu et puis j'espère à bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.